Tengo el absoluto honor de presentaros a Alain Ferret. Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi très honoré d'être avec vous ce soir. Et je suis là parce que cette question qui vous rassemble aussi nombreux aujourd'hui est très importante. Elle est importante parce qu'il y a de l'argent public qui est en jeu, et elle est importante parce qu'il y a de la santé publique aussi qui est là. Et je comptais terminer mon propos, mais je vais commencer par là. La santé n'est pas une marchandise comme une autre, et si je suis directeur d'hôpital, c'est pour bien gérer les choses, si possible. Donc je comprends bien que l'argent est important, mais on ne peut pas marchandiser le soin. À un moment donné, le soin doit être universel pour tout le monde, et je suis un homme de service public. Alors, je vais faire un petit travail avec vous qui va être de vous présenter ce que nous, on a pu faire, ce qu'on est, et puis ce qu'on a pu faire. Ça va peut-être vous permettre de vous identifier à cette expérience, ou au contraire de voir quelques différences, et ça nourrira peut-être notre échange et votre réflexion. Puis dans un deuxième temps, je vous présenterai aussi les 3 voies de sortie du contrat que nous avons examiné. Celle que moi j'avais préconisée, et puis celle qui a été choisie et poussée par mon successeur, qui a fait la même politique que moi, tout ceci ayant été finalement conclu grâce au poids politique de notre Premier ministre, Manuel Valls. Alors, le centre hospitalier sud-francilien, c'est un grand hôpital au sud de Paris. À Paris, il y a beaucoup d'hôpitaux à l'intérieur de la ville. Et puis, il y a 4 grands hôpitaux qui sont à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et le centre hospitalier sud-francilien, donc, c'est au sud de Paris. Ça répond aux besoins de la population du lieu, donc 650 000 habitants. Et il a fallu fusionner 4 hôpitaux pour créer ce grand hôpital. Et cet hôpital va devenir, il a déjà des contrats universitaires, et il va devenir un hôpital universitaire dans les années qui viennent. C'est un hôpital aussi qui est à côté d'une très grosse structure qui a un rôle national important, qui s'appelle le Génopôle, où on expérimente tous les traitements génétiques des maladies génétiques rares. Il y a des liens entre les 2 structures, et on a créé un centre de recherche clinique à l'intérieur de l'hôpital. C'est d'ailleurs une des modifications que j'ai eu du mal à faire dans le cadre du partenariat public-privé. Le PPP en France, c'est Private Finance Initiative en Grande-Bretagne. Alors, pour reconstruire cet hôpital, il a fallu, comme Antonio l'a dit tout à l'heure, se mettre d'accord sur un terrain, et le terrain est à l'exacte frontière entre les 2 communes, mais du côté de la commune du maire de l'époque, qui était président de notre conseil d'administration. À cette époque, donc, monsieur Serge Dassault, le maire de Corbeil, était mon président de conseil d'administration de l'hôpital. Et on touche là les choses ridicules de notre découpage de notre territoire en France en toutes petites communes qui sont jalouses les unes des autres. Alors on a mis l'hôpital juste à la frontière, mais dans une pente. On a dit c'est pas grave parce que dans la pente, dessous on va mettre le parking. Mais sous le parking, il y avait des sources d'eau. Et quand je me promenais dans l'hôpital, j'entendais comme un fleuve qui coulait dessus. Un jour, j'ai vu des grosses pompes. L'entreprise avait mis des grosses pompes qui jetaient de l'eau partout. Et on m'a expliqué qu'on était en train de pomper toute l'eau qu'il y avait sous l'hôpital parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Alors tout ça n'est pas très sérieux parce que ça coûte cher. Mais à part ça, cet hôpital était bien placé
au sud de Paris, dans une région qui a beaucoup de nouveaux habitants. Et une dernière chose, c'est que cet hôpital, quand j'en ai pris la direction, il était en déficit depuis 10 ans. Donc tous les ans, on repoussait les dettes et on avait 55 millions de dettes non couvertes sur un budget de 230 millions, un budget d'exploitation de 230 millions. Donc cet hôpital, il était presque en faillite. Et ça fait rien. On peut construire un nouvel hôpital grâce au PPP. Quel miracle! Alors le coût de l'opération, ça a été de 340 millions d'euros en 2011. Et c'était le coût qui avait été contractualisé. Moi, je croyais qu'on allait à peu près maîtriser ce budget. Et un jour, en 2010, j'ai vu arriver 1 tonne de documents dans mon bureau. Il y avait une palette. Voilà. C'était le contentieux de l'entreprise contre l'hôpital. C'est vrai, hein, c'est le contentieux donc, que l'entreprise avait développé pendant 4 ans pour montrer qu'on lui coûtait très cher. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait fait des modifications, comme vous, et ces modifications, on avait un système dans le contrat qui prévoyait la manière de recalculer le prix à la suite de ces modifications. Mais le contrat disait qu'il fallait qu'on se mette d'accord sur le prix. On se mettait d'accord sur la modification, mais jamais sur le prix. Et donc, à chaque refus de ma part, il y avait un morceau de contentieux qui était préparé. Ça faisait 100 millions d'euros le jour où j'ai reçu ce dossier. Et 1 an après, en 2011, ça faisait 200 millions d'euros d'après la société Eiffage. Ça veut dire que cette société finalement avouait qu'elle n'avait pas été capable de maîtriser les coûts et le budget. Ce budget avait explosé de 60% et il ne venait pas à l'esprit de l'entreprise de penser que c'était de son fait. L'entreprise était en retard, rien n'était terminé. Et donc un jour, le contrat prévoyait qu'on me remette les clés de l'hôpital. Avant de remettre les clés, il y avait quelques tests. C'était est-ce que le courant, la lumière marche? Est-ce que le groupe électrogène démarre? Alors, 2 fois il n'a pas démarré, la 3e fois il a démarré, donc hop, on a dit c'est bon. Moi j'avais vraiment pas confiance déjà là-dessus, dans les tests qui étaient prévus avant la remise des clés. Et puis il y avait beaucoup d'autres tests, une 60aine de tests. J'avais fait passer un expert à ce moment-là qui m'avait dit les tests ils sont positifs, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'était un contrat mal écrit finalement, puisque sur la base de 60 tests, qu'est-ce que c'est que 60 tests? C'est rien du tout pour un hôpital. On disait l'hôpital est fonctionnel. Et donc moi quand on m'a dit voilà les clés, j'ai dit je ne veux pas les clés. Alors l'entreprise ne savait pas quoi faire et puis j'ai consulté mes avocats qui m'ont dit en fait vous êtes obligé de prendre les clés. Donc j'étais obligé de prendre les clés d'un hôpital que je savais pas fini et pas sécurisé. Alors je me suis dit je vais faire comme quand je prends un appartement que je loue. Quand je rentre dans l'appartement, je fais des photos et puis je fais des constats avec un huissier de justice. Et on est passé dans les 4000 locaux avec des huissiers, des photos, et on a tout vérifié pendant 3 mois. Et ce que je craignais a été confirmé, il y avait des choses extraordinaires. Il y avait des robinets d'eau qui coulaient à côté du lavabo. Il y avait des tuyaux d'eau qui passaient au-dessus des cellules électriques de haute tension qui étaient à côté des groupes électrogènes. Si ces tuyaux ils cassaient, ça voulait dire un incendie. Il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement non conformes à toutes les règles de la construction et de la sécurité. Et donc j'ai bloqué une partie du loyer. Je n'ai pas voulu payer une partie du loyer. Les avocats m'ont dit vous n'avez pas le droit. Alors j'ai fait que la moitié pour faire pression. Cette petite histoire, c'est pour vous dire que finalement, tout de suite, ça a été une véritable guérilla. Et cette guérilla, je savais la faire parce que j'avais construit un autre hôpital avant en maîtrise d'ouvrage public et j'avais été le directeur de l'investissement à Nevers. Et l'entreprise Eiffage était un peu embêtée parce qu'à Nevers, c'était aussi avec elle que j'avais construit. Et ils avaient déjà fait un procès
et je l'avais gagné. Alors on s'aimait pas plus que ça, quoi. Ce qui était important, c'était que on avait aussi créé des liens professionnels, de confiance entre cette entreprise et moi, et on pouvait quand même parler. Donc ce que je veux vous montrer là avec cette photo, c'est que moi j'ai géré un hôpital que j'ai construit à Nevers en système public, et puis j'ai géré un hôpital et accompagné la construction, puisque c'est pas moi qui l'ai construit et c'est pas moi qui étais responsable, en partenariat public-privé. Et donc j'ai essayé de vous faire un peu un résumé de ce qu'on peut dire là-dessus. Alors en partenariat public-privé, l'hôpital s'adresse à un consortium d'entreprises, là c'était Eiffage, et puis Eiffage s'adressait à des entreprises de son groupe pour faire les travaux. Elle a créé une petite entreprise spécifique pour ce contrat, qu'on appelle la société de projet. Alors 100% Eiffage, donc c'est la différence avec vous. Et puis elle a demandé à une autre entreprise de son groupe, Eiffage Concession, de gérer l'hôpital dans l'exploitation. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un système complètement fermé et que ce qu'on dit, c'est qu'une seule entreprise, un seul responsable, ça va permettre des économies, ça va permettre de la performance. Alors de l'autre côté, le système public à Nevers, donc on avait fait des marchés publics avec toutes les entreprises qui le souhaitaient. Et puis on avait un architecte, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle technique et de sécurité. Et cet engrenage, ça veut dire simplement que ça bouge. Et que quand il y avait des problèmes, eh ben, je pouvais m'adresser, moi, à l'architecte qui allait négocier avec l'entreprise. L'entreprise, elle, allait aussi négocier avec l'architecte pour me présenter aussi des modifications. Donc le paradoxe de cette présentation, c'est de dire que dans le système public, on a un système qui fonctionne grâce au marché, un système qui est efficace grâce à la concurrence, et puis qu'avec le partenariat public-privé, on a un système qui tue la concurrence, qui est un système de monopole. Et moi, on me dit de temps en temps que c'est ça le libéralisme. En réalité, donc, les promoteurs du partenariat public-privé sont des promoteurs de monopole. Alors, dans ces deux systèmes, du côté du PPP, pour que nous ayons, nous, ce qu'il nous faut, il faut un contrat très, très, très détaillé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, il ne faut plus jamais changer. Donc ça veut dire aussi que comme on ne peut pas changer, on ne peut plus innover. Je vais vous donner un exemple. À l'hôpital sud-francilien, on avait conçu donc, cet hôpital 6 ou 7 ans avant, dans les premières réflexions. Et on avait mis des salles de blocs opératoires classiques. Non, les blocs opératoires et les salles d'opération modernes sont différentes. Il y a des salles sans murs. Ça permet au personnel d'être beaucoup plus efficace puisqu'il peut faire une partie d'opération puis passer juste à côté très très facilement. Donc les salles d'opération sans murs sont développées en Allemagne par exemple, on commence à se développer en France. Ça c'était impossible. Un autre exemple c'est qu'on avait besoin de faire des technologies scanners opératoires en cours d'opération ou des angiographies et on ne pouvait pas faire passer les patients dans les mêmes circuits et il fallait inventer de nouveaux circuits plus courts pour que ça tourne plus vite et là c'était pas possible, il y avait un seul circuit pour tout le monde. Très grande difficulté pour l'innovation et aucune possibilité d'innovation, d'organisation et de réduction des dépenses. Troisième chose, les délais doivent être maîtrisés en PPP. C'est ce que tous les constructeurs de PPP et toutes les banques qui soutiennent le PPP nous disent. Et les délais ont été explosés puisque plus d'une année de retard a été constaté. Et ça a été constaté parce que, tout simplement, j'ai fait faire des contrôles techniques. Autre chose, les contrôles techniques sont payés par l'entreprise qui est titulaire du partenariat public-privé. Donc je dis à mon ami Antonio, tu vas me contrôler
mais je te paierai que si tu es gentil. La séparation des missions de contrôle et de l'entreprise est absolument indispensable. Et c'est pour ça que l'organisme de contrôle, qui est très, très réputé en France, je ne citerai pas son nom, l'organisme de contrôle est passé à côté des pièces où les robinets coulaient à côté des lavabos sans regarder. Alors dans le système public, rien de tout ça. Dans le système public, quand on a besoin de modifier les choses, on négocie les coûts en cours de chantier, il n'y a pas de contentieux. À Nevers, moi j'avais éteint 90% des contentieux par des négociations en cours de chantier. Nous avions un suivi du chantier tous les jours, quasiment tous les jours. Et donc tout cela était maîtrisé, c'était maîtrisé dans les coûts et c'était maîtrisé dans les délais. Tout ce qu'on nous raconte sur les partenariats publics-privés part de l'idée que le service public est un incapable pour faire les choses bien. Et on va chercher un exemple d'une opération qui effectivement a coûté beaucoup plus cher et a duré beaucoup trop longtemps et qui a été mal gérée par le service public. On va en trouver. Mais ce qui est bien maintenant avec le partenariat public-privé, c'est qu'on trouve très facilement des opérations qui ont explosé les coûts, qui ont été très mal faites par des gens du privé très compétents. Et puis on a même vu des opérations faire faillite. Il y a une grosse opération à Londres qui s'appelle Metronet, où le groupe Bombardier a abandonné l'opération en cours de parcours, un très grand groupe aéronautique. On a plusieurs hôpitaux en Grande-Bretagne qui font faillite grâce au PPP. Et donc les vents sont en train de souffler dans l'autre sens. Alors à Évry, Corbeil, il y a eu 3 grands échecs. Le premier, c'est une construction juridique qui n'a pas été du tout efficace, parce que en droit français, le PPP n'existait pas. Nous avions beaucoup d'expérience de la gestion déléguée au privé, avec des concessions ou des régies. Et puis un jour, on a dû dire à des conseillers du ministre ou des penseurs du ministère des Finances, mais il se fait des partenariats publics-privés dans les pays anglo-saxons et vous êtes un peu attardés si vous ne les faites pas. Et comme on ne savait pas faire, on est allé chercher des gros cabinets anglo-saxons parisiens. Alors à Paris, il y a 3 grands cabinets anglo-saxons. Donc il y en a un qui a travaillé pour le ministère de la Santé, puis l'autre qui a travaillé pour le groupe Eiffage, le meilleur d'ailleurs. Vous avez plus d'argent pour payer. Donc ce sont ces personnes qui ne connaissaient pas bien le droit français qui ont construit le contrat. Et c'est un ovni juridique, quoi. Et donc ils ne connaissaient pas notamment les règles de droit public. En France, il y a une différence entre le droit privé, le droit des personnes, et puis le droit de la personne publique qui a une autorité supérieure. Alors qu'en droit anglo-américain, on a un grand principe qui est que le droit est le même pour tous. Ça s'appelle la common law. Donc quand vous prenez quelque chose qui a été construit au plan juridique dans ce système anglo-saxon et puis que vous le transplantez dans le système latin, il y a un rejet, c'est une greffe qui a été rejetée. Deuxième échec, c'est le manque d'évolutivité du projet. Donc le projet, on ne pouvait pas modifier dans le contrat quoi que ce soit. Alors évidemment, quand je suis arrivé, on m'a dit « mais rien ne marche comme on veut, monsieur le directeur, il faut tout changer ». Et le directeur, il était très embêté parce qu'il savait que s'il changeait tout, il allait payer très cher. Donc on a fait le minimum de changements. J'ai expliqué à tous les personnels qu'on ne pouvait pas changer grand-chose. Et dans le contrat, il y avait quand même un système de modification qui était possible, que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça aurait pu marcher si les ingénieurs de l'entreprise c'était eux qui dirigeaient, parce qu'on s'entendait assez bien, on se comprenait. Mais ce n'était pas eux qui dirigeaient, c'était les directeurs financiers de l'entreprise. Le directeur financier et le directeur juridique étaient en train de préparer leur contentieux. Donc on n'était jamais d'accord sur le prix. Un exemple, à la fin du chantier,
quand même, les médecins, des soignants sont venus me voir en disant il faut qu'il y ait une porte à cet endroit-là parce que je ne peux pas passer de l'autre côté, c'est pas commode. Alors dans la cloison qui était une cloison légère, donc il fallait découper une porte et puis la mettre, quoi. Et si nous on l'avait fait nous-mêmes, ça coûtait 2000 ou 3000 euros. Et l'entreprise m'a présenté une évaluation à plus de 10 000 euros. Et comme elle était propriétaire, je ne pouvais pas faire une porte. Un autre exemple qui va, je crois, vous parler, en France, et peut-être chez vous aussi, sûrement même, en chirurgie, on a besoin un nombre de lits plus petit, parce qu'on fait de la chirurgie de 1 jour. Donc on avait trop de lits de chirurgie, et le ministère de la Santé m'a demandé de faire des lits pour des détenus de prison. Donc il fallait mettre des portes avec des verrous électroniques, quelques caméras, modifier quelques cloisons. Et on est allé, donc un projet a été fait, et puis on est allé présenter avec l'entreprise ce projet à la directrice générale des hôpitaux, de tous les hôpitaux en France, donc le numéro 2 derrière le ministre. Donc elle était très contente du projet, et elle était prête à signer, mais le prix a été annoncé à ce moment-là, et ça coûtait 60% plus cher qu'une construction normale. Et finalement, on aurait eu intérêt à construire à côté un bâtiment neuf qui aurait coûté moins cher. Donc, il faut bien retenir qu'un partenariat public-privé, ça ne peut pas évoluer pendant 30 ans. Alors, pensez à votre maison, à votre vieille baignoire que vous aimiez bien il y a 30 ans, à la cuisine vintage que vous aviez à cette époque, et au bon vieux Apple II ou Macintosh One que vous aviez. C'est ridicule. Donc ça veut dire que le contrat, en fait, il est fait pour ne pas être appliqué et pour être renégocié avec des surcoûts. Et puis, la mécanique des surcoûts, elle s'explique pourquoi est-ce que la porte, elle coûte 3 fois plus cher. Ben, c'est que l'entreprise, elle fait tourner entre plusieurs acteurs, et à chaque fois, il y a des marges qui s'ajoutent. Plus vous mettez des acteurs, plus il y a des marges qui se cumulent. Et puis alors, dernier point, c'est ce que j'ai appelé la contre-performance technique. Donc je vais aller un peu plus vite parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais la liste est énorme. Il y a à peu près 150 malfaçons majeures, que certaines, je vous en ai cité certaines, les groupes électrogènes qui hésitent à redémarrer quand on en a besoin, les électriciens qui sont dans la salle, il y en a peut-être quelques-uns apprécieront, on passait dans les mêmes gaines, dans les mêmes fourreaux, les courants haute tension et les courants de basse tension pour tous les organes de sécurité. Donc ça crée des courants induits. Donc la sécurité dans un hôpital, c'est quelque chose qui ne se discute pas, évidemment, et puis c'est quelque chose qui peut apparaître au moment où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que moi, mon expérience a été ça. On a eu quelquefois des pannes dans des hôpitaux que j'ai dirigés qui apparaissaient au bout de 10 ans, parce que la conception était mauvaise. Et on ne peut pas se permettre de valider des choses de ce type. Je vais finir avec deux gros exemples. Le premier, c'est qu'on avait prévu, c'était un hôpital vert, on avait prévu de chauffer au bois. Donc il y a un énorme silo avec un semi-remorque qui jette un camion de bois tous les jours dans le silo. Et ça n'a jamais marché parce que le bois prenait feu. Et cette innovation majeure, donc le chauffage au bois d'un grand hôpital, a été primée par un prix que nous avons reçu, la société Eiffage et moi-même, quelques années avant. Et puis la dernière histoire, c'est la bactériologie, donc un
Un laboratoire de bactériologie, ça doit être fermé, très confiné. Et donc je fais l'analyse de cette situation et puis je dis c'est pas suffisant, ça ne marche pas et ça n'est pas conforme aux bonnes règles. Alors l'entreprise qui n'était pas compétente me dit mais dites-nous ce qu'il faut faire. Et moi j'ai été obligé de leur dire non, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, en tout cas je vais vous le dire amicalement, mais je ne vous demande pas de le faire parce que c'est votre responsabilité. Ils voulaient absolument que je commande une modification pour faire payer. Et moi je leur ai dit non, mais quand il y aura une infection bactérienne et quand il y aura des gens contaminés, ça sera vous qui serez responsable. Ça vous donne une petite idée déjà de ce qu'il faut faire pour en sortir. Simplement dire que le partenariat public-privé, c'est une sécurité technique mauvaise, c'est une inadaptation du modèle de gestion du chantier. Ce ne sont pas des contrats optimisés au plan des organisations techniques, ce ne sont pas des contrats maîtrisés dans leurs coûts. Aucune des promesses du PPP n'aura été tenue au Sud francilien. Alors comment en sortir ? La première voie que j'ai imaginée, c'était de négocier, puisque dans un contrat, c'est normal, hein, le mieux c'est de s'entendre avec son partenaire. Donc j'ai essayé les voies, la manière habituelle, c'est-à-dire de faire un avenant où on boucle toutes les contestations. Pendant un an, j'ai proposé 5 versions de l'avenant. Toujours, elles ont été refusées. Et je pense, après coup, que c'est parce qu'il y avait le contentieux qui se préparait. Et donc, en 2010, j'ai compris qu'il fallait essayer de sortir du PPP. Alors la première solution, c'était de racheter la société de projet, de racheter les actions. C'était une solution qui juridiquement était faisable. En France, l'État peut posséder des sociétés mixtes, d'économie mixte. C'est ce qui a été fait pour le viaduc de Millau, ce grand pont qui a été racheté par l'État à la société Eiffage. Cette proposition que j'ai faite a été refusée par le ministère et les 2 ministres du budget et de la santé. Donc cette solution, elle est possible, mais il faut un soutien politique et puis il faut partir avec beaucoup d'arguments. Voilà. Moi j'en avais beaucoup parce que j'avais tout ce que je vous ai raconté. La deuxième solution, c'est la résiliation pour faute. Donc cette possibilité était inscrite dans le contrat. Le problème de la résiliation pour faute, c'est qu'il faut prouver la faute et que dans des contrats très complexes comme ça, c'est très difficile. Et donc le résultat de cette démarche est très, très incertain. Et donc la troisième et dernière solution, et c'est celle que j'avais aussi proposée, c'est la résiliation pour motif d'intérêt général. Le contrat prévoyait que c'était possible, avec un dédommagement qui était chiffré dans le contrat de 10 millions d'euros. Alors, c'était vraiment pas cher par rapport à tout ça, mais ça suppose après qu'on se mette d'accord sur les dédommagements. Et donc là, il y a 2 possibilités, soit de nouveau un contentieux, soit un contentieux, mais en parallèle une négociation. Alors j'ai proposé cette solution et le ministre a envoyé un inspecteur général des finances dans l'hôpital. Et on était bien d'accord avec cet inspecteur général des finances pour proposer cette solution. Et le cabinet du ministre l'a écarté. C'est dommage parce que c'était une solution qui arrivait au bon moment et qui était une sortie honorable pour l'entreprise. Et après est intervenue une histoire plus politique, c'est-à-dire qu'on a commencé à dire « mais ce directeur est un peu embêtant ». Le conseiller santé du président de la République, Nicolas Sarkozy, était celui qui avait
préparer ce partenariat public-privé avec les avocats. Et donc, les choses devenaient plus difficiles. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que je ne voulais pas couvrir la suite de cette opération, parce que j'aurais été amené à faire des choses qui ne me convenaient pas. Mais la satisfaction que j'ai eue, c'est que mon successeur a fait la même chose que moi. Il s'est servi de tout le travail que je vous ai expliqué, et il a présenté ça au nouveau gouvernement. Et là, il faut dire clairement les choses, ce que j'ai dit en début. C'est parce que Manuel Valls était le président de mon conseil d'administration à la fin de la période. J'ai travaillé avec Manuel Valls, et puis après, il est devenu Premier ministre. Et avant les élections, Manuel Valls avait pris l'engagement de se faire sortir l'hôpital du PPP. Et donc, il a tenu parole. Alors, en conclusion, je voulais vous dire que le PPP, c'est un système risqué, car insuffisamment contrôlé au plan financier et au plan technique. Donc tous les contrôles qui ont été mis en place pour contrôler les fonctionnaires dans l'utilisation de l'argent public, tous ces contrôles qui ont été mis en place pour les fonctionnaires dans l'utilisation de l'argent public sont supprimés. Deuxième point important, le PPP est un système coûteux car il rajoute beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de dépenses. Tout à l'heure, devant vos personnalités politiques, j'ai expliqué une petite anecdote. C'était l'histoire de la réparation d'un équipement. Donc il y a par exemple un ventilateur qui tombe en panne. Et là, la procédure, c'est qu'on appelle le technicien de l'hôpital. Le technicien constate la panne et dit oui, on va appeler le technicien de l'entreprise. Le technicien de l'entreprise arrive, le technicien de l'entreprise, le technicien de l'hôpital est resté parce qu'il faut contrôler que le technicien de l'entreprise est arrivé vite. Il faut qu'il note. Et le technicien de l'entreprise fait le travail. Le technicien de l'hôpital sait faire le travail, mais il ne le fait pas. Mais du coup, il va contrôler le travail du technicien de l'entreprise. Et après, il va dire à son directeur, il faut payer. Et ce système-là, ça vaut aussi pour le directeur. Pour faire tous les contrôles que je vous ai expliqués, j'ai été obligé de recruter un collègue qui était mon adjoint. Donc on a payé 2 directeurs, etc., etc. Voilà, merci de votre attention, j'ai été un peu long. Cuando por fin pude localizar a Monsieur Reguer después de muchas indagaciones y empezamos a hablar de la posibilidad de que viniera, le dije, bueno, y usted tendrá unos honorarios. Él es un gran profesional, una historia con un currículum tremendo y con mucho caché. Y le pregunté, bueno, vamos a ver si los honorarios los podemos asumir, somos una entidad, como sabéis. Y él dijo, no señor, perdón, no me confunda. Yo voy a ir a Burgos porque ese es un deber ciudadano. Merci Antonio, merci. Mais c'est vrai. Mais moi-même, j'ai été aussi très content d'accueillir un universitaire québécois quand j'étais en poste à Évry et qui est venu gratuitement aussi pour m'expliquer beaucoup de choses sur les PPP.